Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Parmi les nombreuses dettes qui peuvent exister, sais-tu que toutes ne sont pas mauvaises? Effectivement, il existe aussi de bonnes dettes, et avoir de bonnes dettes t'aidera non seulement à atteindre la liberté financière, mais en plus à devenir libre et riche. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous te donnons une des meilleures astuces afin d'investir intelligemment et dont peu de personnes connaissent. Si tu me crois pas, je vais te le prouver sans plus attendre. Donc c'est parti. En fait, il existe deux formes de dette, la bonne et la mauvaise. Savoir reconnaître la différence entre les deux te rendra plus intelligent et plus riche, étant donné que si tu passes toute ta vie à travailler pour payer tes dettes et obtenir des crédits, il te sera difficile d'atteindre la liberté financière et tu pourrais même te retrouver dans ce qui s'appelle la rat race, comme vu dans nos vidéos précédentes. Ce terme inventé par Robert Kiyosaki fait référence aux personnes qui travaillent pour le compte d'une tierce personne et qui sont généralement prisonnières de leur travail lorsqu'elles sont endettées et c'est la seule source de revenus dont elles disposent pour payer leurs dettes. C'est donc une situation toxique qui peut tout autant affecter ta santé économique que physique. Commençons donc par la mauvaise dette. La mauvaise dette est celle dont seul en tire profit l'établissement financier qui te prête de l'argent dont tu as besoin par le biais d'un crédit et dont tu payeras des intérêts. C'est la dette que tu paies toi. Voici un exemple. Rappelons-nous des actifs et des passifs. Bien, si on compare la balance entre les actifs et les passifs de la banque et tes actifs et passifs personnels, cela donnerait ce résultat. Si tu demandes un prêt à la banque pour un achat qui génère une mauvaise dette, voilà ce qui arriverait. Ta dette serait pour toi un passif qui génère des frais mensuels, mais pour la banque un actif qui génère des bénéfices mensuels. Tu dois donc te souvenir de cette phrase. Quand tu t'endettes, tu deviens un actif pour la banque. Tu es sans actif. De plus, la mauvaise dette est celle qui a un intérêt très haut. La mauvaise dette généralement se contracte à cause d'un manque de force de volonté. C'est-à-dire une personne qui veut par exemple une nouvelle télé et veut absolument acheter la meilleure du magasin alors que son ancienne télévision fonctionne toujours. Ce sont donc des achats impulsifs sur un coup de tête pour satisfaire des caprices qui conduisent à l'endettement. Un autre exemple de mauvaise dette, c'est le cas où cette dernière dépasse l'utilité réelle du produit. Par exemple, financer un voyage en s'endettant sur 2 ans pour un séjour d'une semaine n'a aucun sens et à terme finira par t'affecter psychologiquement. Qui voudrait réellement payer durant 2 ans des vacances dont tu ne garderas presque aucun souvenir? Donc pour résumer, la mauvaise dette est celle qui est générée par un manque de contrôle et de discipline. Heureusement, il existe une alternative. Si tu veux vraiment une télévision, quel que soit l'objet, un voyage, etc., économise pour pouvoir te le payer sans t'endetter. Car si tu rentres dans le cercle vicieux du « je le veux » et maintenant, ça pourrait te coûter très cher dans le futur et tu pourrais donc possiblement sacrifier ta liberté financière. De plus, à l'intérieur de la mauvaise dette, il existe quelque chose de pire. C'est la dette toxique. La dette toxique, comme nous l'avions vu dans une vidéo précédente dont tu peux retrouver le lien en haut à droite de l'écran, est une mauvaise dette qui se contracte par impulsion, caprice et généralement sur un coup de tête, mais qui en plus se contracte par l'intermédiaire d'outils dangereux comme les cartes de crédit. Actuellement, les cartes de crédit utilisent un système revolving qui est un système qui cumule les intérêts, c'est un intérêt composé. Ils vont donc contre ton bénéfice et vont faire que des dettes très petites deviennent très grandes. Si tu es déjà tombé dans ce piège comme beaucoup de personnes qui s'endettent de cette manière par méconnaissance ou tu veux tout simplement en connaître plus concernant le fonctionnement du système revolving afin de ne pas tomber dans le piège, tu peux retrouver le lien de la vidéo ici en haut à droite en cliquant sur le lien qui apparaît dans laquelle je démontre en plus 3 stratégies réellement efficaces pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce type de dette toxique. Donc pour récapituler, comment fait-on pour détecter les mauvaises dettes? La mauvaise dette est celle qui se contracte à cause d'impulsions, de caprices et de coups de tête. Elle a des taux d'intérêt très élevés comme le cas des crédits à la consommation, la dette dépasse l'utilité réelle du produit et elle se contracte par l'intermédiaire de moyens dits dangereux comme les cartes de crédit. Donc toutes ces dettes sont mauvaises, toxiques et à terme peuvent s'avérer particulièrement destructrices. Maintenant, en ce qui concerne la bonne dette, cette dernière possède en réalité 4 types de caractéristiques principales qui la rendent intéressante. La première caractéristique est que la bonne dette te permet d'acquérir des actifs qui augmentent leur valeur au fil du temps. Par exemple, acheter une maison qui se revalorise dans le futur, ou acheter une voiture de collection ou encore une œuvre d'art, une antiquité dont tu sais pertinemment que dans le futur elle pourra augmenter sa valeur. Dans ce cas-là, t'endetter pour acheter des actifs est une bonne dette.
La seconde propriété de la bonne dette, c'est qu'elle te permet de générer des revenus. Par exemple, t'endetter pour assister à une formation, un cours ou encore acheter des livres sont de bonnes dettes étant donné que tu vas cumuler plus de connaissances et d'informations afin d'en faire bon usage et en tirer un profit économique dans le futur. Plus courant est le fait d'acheter une propriété et d'en tirer un bénéfice économique par l'intermédiaire de l'investissement locatif. Dans ce cas, ce n'est pas une mauvaise dette, mais une bonne puisque tu achètes une propriété qui te profite économiquement parlant. Le troisième avantage de la bonne dette, c'est qu'elle est bénéfique aux deux personnes concernées, voire plus. Je m'explique. La banque tire parti de l'intérêt que tu lui payes tous les mois, mais tu en tires aussi profit puisqu'avec l'argent du prêt bancaire, tu as pu acheter un bien qui te procure une autre source de revenus, un loyer que tu perçois mensuellement. Et parfois même, une personne tierce peut même en profiter dans certains cas. Par exemple, si tu achètes une maison pour la louer, le locataire aussi en tire un bénéfice puisqu'il peut vivre dans ta maison de manière flexible et économique. Enfin, et pour terminer, la quatrième caractéristique de la bonne dette, qui est sans doute la plus importante, est qu'elle génère des bénéfices pour pouvoir les réinvestir. Cela peut paraître incroyable et contradictoire pour beaucoup de personnes, mais effectivement quand tu t'endettes de la bonne manière, tu t'enrichis. Tu peux gagner plus d'argent et plus rapidement à condition de savoir s'endetter. Et c'est ce que l'on va voir dès maintenant. La grande différence entre les riches et les pauvres, c'est que lorsque les pauvres demandent un prêt à la banque, ils s'endettent. En revanche, les riches, lorsqu'ils demandent un prêt à la banque, ils s'enrichissent grâce au principe de l'effet de levier. Ce principe d'effet de levier est primordial afin de s'enrichir. Regarde cette image. Ici un rocher de plus de 100 kg. Pour pouvoir le déplacer, tu as seulement deux options. La première option est de la bouger à la seule force de ton corps. Cela peut te prendre beaucoup de temps pour le déplacer d'un point A à un point B et être usant. C'est exactement ce qui se passe pour une personne dite pauvre qui cherche simplement à accumuler de l'argent. En revanche, une personne riche, expérimentée et suffisamment intelligente va utiliser un levier pour déplacer ce rocher. C'est le principe de l'effet de levier. On le positionne dessous la pierre en exerçant un point de force opposé et il est possible alors de la bouger plus facilement et plus rapidement sans se fatiguer. C'est justement grâce à ce procédé que Archimède a rendu cette phrase célèbre. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. On pourrait tout aussi bien l'appliquer au domaine financier de la manière suivante. Donne-moi un point d'appui et je te rendrai riche. Un autre point très important, c'est que le rêve d'une personne pauvre, sans éducation financière, est de vivre sans dette et sans crédit, de pouvoir tout payer comptant, alors qu'en fait c'est une erreur. Dans la réalité, une personne riche, dotée d'une bonne éducation financière, gagne beaucoup plus d'argent en s'endettant. Elle obtient une plus grande rentabilité avec cet argent emprunté qui lui permet d'acheter des biens. Voici un exemple. Imaginons que l'on veuille acheter une maison pour la louer. Il y a deux possibilités. La première, qui est le paiement cash, le paiement comptant, avec l'argent que l'on possède. La deuxième, qui est de s'endetter par l'intermédiaire de l'emprunt. Si l'on part du principe que dans les deux cas, les personnes ont sur leur compte en banque respectif la même somme d'argent, soit 200 000 euros. Supposons qu'elle veuille acheter une maison qui coûte justement 200 000 euros et qu'elle souhaite la louer afin d'en tirer un rendement économique mensuel de 1000 euros net grâce au loyer. Dans le premier cas de figure, la première personne achète sa maison comptant, soit 200 000 euros. Si l'on multiplie 1000 euros de loyer mensuel par 12 mois, on obtient une rentabilité annuelle de 12 000 euros, autrement dit, une rentabilité de 6% en appliquant le calcul ci-dessous. Pour certains, une rentabilité de 6% n'est pas si mal que ça. Voyons donc maintenant le deuxième cas de figure. Concernant la personne qui achète sa maison au même montant, mais cette fois-ci en s'endettant. Cette personne préfère donc financer la propriété par l'intermédiaire d'un emprunt et fait donc un apport personnel de 20%, c'est le pourcentage général. C'est-à-dire qu'elle va verser 40 000 euros d'apport personnel et le reste, soit 160 000 euros, qui seront financés par un emprunt à 2,5% d'intérêt fixe sur 30 ans avec des mensualités de remboursement de 630 euros. Puisque les loyers de la maison vont générer 1000 euros par mois, si l'on soustrait les mensualités de remboursement de 630 euros mensuels, la différence des deux sommes sera de 370 euros par mois de gagné. Ces 370 euros, multipliés par 12 mois de l'année, représentent une rentabilité annuelle de 4440 euros. Mais ce n'est pas tout, étant donné que cette personne n'a en réalité utilisé que 40 000 euros de son argent pour l'apport personnel, elle obtient en fait une rentabilité réelle de 11,1% annuel, soit presque le double de la personne qui achète comptant qui n'obtenait que 6%. De plus, une chose très importante, c'est que la personne qui a acheté comptant s'est complètement décapitalisée, elle n'a plus d'argent sur son compte en banque, alors que l'autre dispose toujours de sa réserve d'argent de 160 000 euros en banque. Oui, mais certains diront que la personne qui achète cash a certainement une rentabilité plus faible, mais elle au moins, elle n'a plus de dette. Certes,
Mais la personne qui utilise le prêt doit 160 000 € à la banque, mais dispose toutefois de ces 160 000 € sur son compte. Où est donc le problème? Si pendant une période elle ne loue pas sa maison, elle a malgré tout de quoi payer son crédit. De plus, avec ces 160 000 €, et puisqu'elle libère du capital au fur et à mesure qu'elle rembourse son prêt, elle peut envisager de les investir dans d'autres actifs comme la bourse, ou tout simplement acheter un autre appartement avec admettons une toute petite rentabilité de 2% par exemple, et donc obtenir un gain de 3 200 € par an. Dans ce cas-là, elle pourra envisager d'amortir son emprunt et faire face aux différents problèmes qui pourraient surgir dans cette maison tout au long de l'année. Un autre argument que certains pourront donner est que le fait qu'acheter comptant au final coûte moins cher puisqu'il n'y a pas d'intérêt lié au taux et à la durée du prêt et la maison aura coûté le prix réellement indiqué. Alors que dans le cas de la dette, la personne doit payer 67 590 € en plus d'intérêt. Mais en fin de compte, le plus important dans ce type d'opération, c'est que tu as moins d'argent immobilisé et en plus tu génères du cash flow et surtout, tu ne t'es pas décapitalisé. De plus, il faut savoir que les intérêts sont payés par le locataire. Donc d'un point de vue sécurité, c'est même plus intéressant de devoir payer ces intérêts puisque non seulement tu auras encore ces 160 000 € en banque et en plus, tu auras une marge de manœuvre pour pouvoir entreprendre une affaire, acheter une autre propriété ou faire ce que tu veux avec cet argent. Donc si tu tires profit de ces 160 000 € grâce à un autre actif, tu pourras très facilement couvrir ces intérêts, c'est certain. Néanmoins, il faut préciser une chose. L'exemple est une vulgarisation et ne tient pas compte des frais d'achat, des impôts ou encore des charges, mais il est de même que ce soit dans le premier cas comme dans le deuxième. Le plus important, c'est le message qui est transmis. Simplement qu'en faisant les bonnes choses et de la bonne manière, en t'endettant intelligemment, tu obtiens une meilleure rentabilité et les chiffres ne montent jamais. Une autre obsession des personnes qui n'ont pas d'éducation financière, c'est vouloir constamment en finir avec ses dettes. Alors qu'une personne avec une bonne éducation financière s'y habitue et les valorise comme nous venons de le voir. En effet, souvent, en finir avec une dette peut même nous faire perdre de l'argent comme nous allons le voir maintenant. Imaginons que l'on gagne au loto 160 000 €. Par chance, c'est exactement la somme que l'on a empruntée à la banque pour l'acquisition de notre maison et que l'on doit rembourser sur 30 ans. Ici, deux options s'offrent à nous. La première serait d'aller à la banque et liquider sa dette afin de ne plus être endetté. En revanche, la seconde option serait une autre alternative. Beaucoup de personnes choisiraient sans l'ombre d'une hésitation de racheter le prêt en cours et donc d'effacer leur dette. Pourtant, il existe une deuxième alternative plus intelligente et surtout plus rentable. Dans le premier cas, et comme vu dans l'exemple précédent, on rembourse les 160 000 € et l'on se décapitalise complètement. Mais alors quelle est la meilleure solution et l'option la plus appropriée? Si l'on doit 160 000 € et on dispose de ces 160 000 €, pourquoi devoir choisir entre la maison ou l'argent? Pourquoi ne pas conserver les deux? C'est-à-dire prendre ces 160 000 € et les investir dans un autre actif durant 30 ans par exemple, avec une rentabilité de 4%. Tous les ans, on en tirait un bénéfice de 6 400 € et avec ces 6 400 €, on aurait deux autres options. Soit les utiliser comme une aide mensuelle pour payer, puisque de 630 € mensuels, cela se réduirait à 97 €, ou aller à la banque pour lui donner à la fin de l'année ces 6 400 € afin de réduire la période de remboursement. Au final, dans le premier exemple, la maison est payée mais on est décapitalisé, alors que dans le second exemple, on maintient notre propriété, on a 160 000 € en banque et en plus notre dette est totalement contrôlée. Encore une fois, si tu dois 160 000 € à la banque, mais tu disposes de ces 160 000 €, où est le problème? Il n'y a aucun souci à se faire. C'est pour cela que dans beaucoup de cas, il est préférable de garder sa dette et de ne pas se décapitaliser, permettant ainsi de convertir cette mauvaise dette en bonne dette. L'argent en soi est un actif qui, en fonction de la manière dont on l'utilise, peut devenir un passif ou nous permettre l'enrichissement. Ici aussi, on ne tient pas compte de la fiscalité et des bénéfices de la bourse, des actions achetées, etc. Mais il n'est pas non plus tenu en compte des avantages fiscaux lors d'un investissement locatif. Encore une fois, c'est une vulgarisation afin de comprendre l'idée, le fait que la dette peut devenir bonne. Cependant, il faut prendre en compte que cet effet de levier peut très vite devenir dangereux en cas d'abus et c'est ce que nous allons voir. Si l'on veut acheter une maison pour la louer et on nous demande 20% d'apport personnel, on donne ces 40 000 € et ainsi on achète la maison et on maintient notre capital. À partir du moment où tu procèdes au remboursement de ta dette, tu libères petit à petit du capital et tu peux même envisager de te réendetter pour effectuer une autre opération financière. Cette pratique, c'est le principe de l'effet de levier et c'est très bien. Mais abuser de celle-ci est différent et peut même devenir très dangereux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu te souviendras très certainement des événements catastrophiques relatifs à la crise immobilière de 2008. Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement et comment les gens ont-ils réagi?
Cette crise provient de deux problèmes majeurs. Le premier est dû à l'éducation, les enseignements que l'on a reçus de nos proches, qui consistent à répéter constamment à ses enfants « va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un bon travail et surtout achète une maison ». Aussi, la première chose que fait un jeune couple lorsqu'il se stabilise affectivement et financièrement parlant est de s'endetter pour acheter une maison. Donc la première cause vient de l'éducation. Le deuxième problème a été l'abus d'accords de prêt avec l'abaissement des taux d'intérêt extrêmement bas émanant des banques centrales et notamment la Fed, en plus du système des réserves fractionnaires afin de faciliter l'accession à des propriétés à des personnes ayant de faibles revenus en leur octroyant en plus la possibilité de se rendetter par l'intermédiaire de crédits rechargeables. Pour reprendre le même exemple de l'apport personnel de 20%, si les potentiels acheteurs avaient par exemple 100 000 € en banque, ils pouvaient donc se payer le luxe d'acheter jusqu'à 5 propriétés. Ainsi, ils obtenaient une rentabilité 5 fois supérieure à la normale. Mais alors que s'est-il passé? Simplement que la Banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, les charges financières des emprunts dits subprime se sont alors considérablement alourdies et un nombre croissant de ménages à faible revenu n'a pas pu y faire face. Les prix de l'immobilier ont donc fini par se retourner à la baisse, la valeur des habitations est devenue inférieure à la valeur des crédits, ce qui a accéléré la baisse des prix de l'immobilier, provoquant ainsi son effondrement. De facto, est apparue une des plus grosses crises jamais connues, et ces mêmes personnes qui avaient abusé de l'effet de levier croulaient désormais sous d'énormes dettes de plusieurs milliers voire millions d'euros à devoir rembourser aux banques. Donc l'effet de levier et la bonne dette, oui, mais en abuser, non, car cette bonne dette peut devenir pire que la mauvaise dette. L'abus est mauvais en tout. Finalement, pour récapituler, comment différencier rapidement une mauvaise et une bonne dette? L'une est due à un manque de discipline, ce qui produit des achats compulsifs sur des coups de tête, alors que l'autre génère l'achat d'actifs et c'est une dette réfléchie. L'une t'appauvrit alors que l'autre t'enrichit. La mauvaise dette profite à une seule personne, celle à qui revient l'argent, alors que la bonne dette profite à deux personnes, la banque et l'acquéreur, voire plus. Et enfin, l'une t'emprisonne dans la rat race, alors que l'autre t'octroie la liberté financière. En conclusion, je t'encourage vivement à bien comparer tous les points analysés dans cette vidéo afin de ne pas ou ne plus tomber dans les pièges par ignorance. Je pense que si tu visionnes cette vidéo, c'est dans le but d'en tirer les bons enseignements et que tu es suffisamment malin pour pouvoir différencier la bonne de la mauvaise dette. Je t'invite également à regarder la vidéo sur la mauvaise dette et le crédit revolving dont je t'ai parlé au début de la vidéo afin de ne pas tomber dans le piège. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche afin d'être le premier informé lorsque de nouvelles vidéos sont publiées tous les dimanches à 18 h. On reste en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.